le vent de mars traversait le centre-ville de Philadelphie comme un couteau, portant le dernier souffle amer de l'hiver à travers l'intersection où se tenait Sarah Williams, ses jumeaux de 18 mois attachés contre sa poitrine dans un porte-bébé usé, ses mains engourdies par le froid tenant un panier de fleurs. Des marguerites, des œillets et des roses qu'elle avait achetées en gros ce matin-là avec le dernier argent qui lui restait, espérant les vendre au commuté qui rentrait du travail. Emma et Ethan, ses jumeaux aux cheveux blonds, se serraient contre elle pour avoir chaud, leurs petits visages rougis par le froid, leurs yeux lourds de l'épuisement propre aux heures passées dehors dans un temps où aucun tout petit ne devrait être exposé. Sarah les avait habillés avec tous les vêtements chauds qu'ils possédaient, les emmitouflant jusqu'à ce qu'ils puissent à peine bouger. Mais ce n'était jamais suffisant. Ça ne l'était jamais. Fleurs. Fleurs fraîches. Criait Sarah, la voix rauque après des heures à hurler par-dessus le bruit de la circulation. 5 $ le bouquet. De belles fleurs. Les commutés passaient en hâte sans croiser son regard. Leur vie trop remplie. Leurs propres problèmes trop absorbants pour remarquer la jeune femme avec 2 bébés qui vendait des fleurs dans le froid. Certains lui jetaient un coup d'œil empreint de pitié. D'autres de jugement, faisant des suppositions sur ses choix, sur sa situation, sur sa dignité à recevoir de l'aide. Sarah avait 24 ans, même si elle en paraissait davantage, usée par 2 années de monoparentalité, de pauvreté et de lutte quotidienne pour survivre. Elle avait été étudiante un jour, en formation d'infirmière, avec des projets d'avenir. Puis elle était tombée enceinte et le père des jumeaux, son petit ami, avait disparu dès qu'il l'avait appris. Ses parents, conservateurs religieux aux attentes très claires, l'avaient reniée pour cette grossesse hors mariage. Alors Sarah avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait abandonné ses études. Elle avait pris tous les emplois qui acceptaient une femme visiblement enceinte. Elle avait accouché de jumeaux dans un hôpital caritatif. Seule, à part une infirmière gentille qui lui avait tenu la main pendant le plus dur. Et depuis, elle se battait pour ne pas sombrer. La garde d'enfants pour des jumeaux coûtait plus qu'elle ne pouvait gagner avec des emplois au salaire minimum. La liste d'attente pour une place subventionnée durait 2 ans. Pas de soutien familial. Les aides publiques couvraient une partie des frais, mais jamais assez. Et la paperasse était un cauchemar à gérer en s'occupant de 2 nourrissons. Alors Sarah avait improvisé. Elle avait découvert qu'elle pouvait acheter des fleurs en gros et les vendre au carrefour aux heures de pointe. Les bons jours, elle gagnait 50 ou 60 $, assez pour les couches, le lait infantile, les courses les moins chères. Les mauvais jours, elle rentrait bredouille dans leur minuscule studio, avec des fleurs fanées dans le panier et rien pour le dîner. Aujourd'hui s'annonçait comme un mauvais jour. 3 heures dehors et seulement 2 bouquets vendus, 10 $. Pas même de quoi couvrir le prix de gros, encore moins nourrir ses enfants. Emma se mit à pleurer. Un pleur fatigué, affamé, gelé, qui brisa le cœur de Sarah. Ethan la suivit, sa petite voix formant un chœur de détresse qui fit accélérer le pas des passants, impatients d'échapper à ce rappel gênant de la misère. « Chut, mes bébés, ça va aller », murmura Sarah en les berçant légèrement. « On rentre bientôt, encore un peu. Maman doit vendre quelques fleurs de plus et on ira au chaud. » Mais les jumeaux avaient dépassé le stade où les câlins et les mots doux suffisaient. Ils avaient froid, faim, marre d'être dehors. Leurs pleurs montèrent en intensité et Sarah sentit ses propres larmes lui brûler les yeux. Elle les laissait tomber. Chaque jour, de 100 façons différentes, elle les laissait tomber. Un coup de klaxon la fit sursauter. Elle s'était approchée trop près du trottoir sans s'en rendre compte et un conducteur lui faisait signe rageusement de reculer. Sarah s'écarta en murmurant des excuses que le conducteur ne pouvait pas entendre, serrant plus fort son panier. C'est alors qu'une Mercedes noire se gara le long du trottoir juste devant elle et s'arrêta. La voiture était de celles qu'on ne voit que dans les magazines. Élégante, luxueuse, probablement plus chère que ce que Sarah gagnerait en 5 ans. La vitre teintée descendit, révélant un homme d'une 40aine d'années, beau d'une manière soignée propre aux riches, vêtu d'un costume anthracite qui valait sans doute plus que le loyer mensuel de Sarah. Il la regardait droit dans les yeux avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pas exactement de la pitié, mais quelque chose de plus profond. De la reconnaissance peut-être. De la compréhension. Combien pour toutes les fleurs ? Demanda-t-il, sa voix claire malgré le bruit de la circulation. Sarah cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Pardon ? Toutes. Chaque fleur dans votre panier. Combien ?
Sarah baissa les yeux sur son panier. Il restait au moins 15 bouquets. À 5 $ pièce, cela faisait 75 $. Plus qu'elle n'avait espéré gagner de toute la journée. 75 $, dit-elle hésitante, attendant qu'il éclate de rire, qu'il reparte ou qu'il révèle une mauvaise blague. Au lieu de cela, il sortit son portefeuille et en tira un billet de 100 $. Gardez la monnaie, mais j'aimerais vous parler quelques minutes. Voulez-vous monter dans la voiture, au chaud? Vous et vos bébés avaient l'air gelés. Tous les instincts de Sarah hurlaient que monter dans la voiture d'un inconnu était dangereux, mais elle regarda ses jumeaux. Le visage d'Emma était marbré de pleurs. Les lèvres d'Ethan semblaient presque bleues malgré les couches de vêtements. Elle prit une décision. Ils avaient besoin de chaleur, même seulement quelques minutes. D'accord, murmura-t-elle. L'homme descendit de voiture et fit le tour pour l'aider. De près, Sarah vit qu'il était un peu plus âgé qu'elle ne l'avait cru. Milieu de la quarantaine sans doute, cheveux bruns grisonnants aux tempes, regard bienveillant mais marqué par ses propres ombres. « Je m'appelle Michael Preston », dit-il en ouvrant la portière arrière. « Laissez-moi vous aider avec les bébés. » Le nom ne lui disait rien, mais la façon dont il manœuvra délicatement les jumeaux sur la banquette arrière montrait qu'il avait déjà fait cela. L'intérieur de la voiture était un pur délice de chaleur. Siège en cuir chauffant qui procurèrent un soulagement immédiat contre le vent mordant. Michael reprit place au volant et se tourna vers elle. « Je dirige Preston Holdings. Nous possédons des projets immobiliers, des sociétés technologiques, divers investissements. Je vous dis cela non pour me vanter, mais pour que vous sachiez que j'ai des moyens et que j'aimerais vous aider. » Sarah serra son panier vide contre elle, sur la défensive. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité que je propose, » répondit Michael doucement. « C'est une opportunité. Mais d'abord, j'aimerais entendre votre histoire. Comment vous appelez-vous? Et comment vous êtes-vous retrouvé à vendre des fleurs dans le froid avec 2 bébés contre vous? » Quelque chose dans son ton ni jugement, ni pitié, mais un réel intérêt fissura les murailles que Sarah avait si soigneusement érigées. Et une fois qu'elle commença à parler, tout sortit. Elle lui raconta ses études, le programme d'infirmière qu'elle adorait, la grossesse, l'abandon du père, le rejet de ses parents, les tentatives pour travailler tout en élevant des jumeaux, l'impossibilité de payer une garde, les lourdeurs administratives des services sociaux, l'humiliation des banques alimentaires, les calculs constants entre couches et nourriture. « Je ne suis pas paresseuse, » dit-elle farouchement, les larmes roulant sur ses joues. « Je travaille tellement dur, mais ce n'est jamais assez. Le système est fait pour qu'on échoue. Si je trouve un meilleur emploi, je perds les aides. Si je travaille à temps plein, la garde coûte plus que ce que je gagne. Si je reprends mes études, je ne peux pas travailler assez pour payer le loyer. Toutes les portes que j'essaie de pousser mènent nulle part, et pendant ce temps mes bébés souffrent parce que je ne peux pas leur donner ce dont ils ont besoin. » Michael écouta sans l'interrompre, son expression devenant plus grave à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. « Il y a 22 ans, dit-il enfin, je me tenais à un coin de rue pas loin d'ici. Pas avec des bébés, mais avec une pancarte en carton demandant de l'aide. J'avais tout perdu. Mon emploi, mon appartement, mes économies. J'étais à 3 jours de me retrouver complètement à la rue. » Sarah le fixa, incapable de faire le lien entre cet homme riche dans sa voiture de luxe et l'image d'un sans-abri. « Une femme s'est arrêtée, » continua Michael. « Elle ne m'a pas donné d'argent. Elle m'a offert un emploi. Elle possédait une entreprise de nettoyage et avait besoin de quelqu'un pour nettoyer des bureaux la nuit. Salaire minimum, travail dur, et j'étais surqualifié. J'avais un MBA, bon sang. Mais j'ai accepté parce que je devais survivre. » Il marqua une pause. Cette femme s'appelait Dorothy Chen. Elle ne m'a pas seulement donné un travail. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a présenté des gens de son réseau. Elle m'a encouragé à créer ma propre entreprise. Elle m'a prêté de l'argent de départ quand j'ai eu une idée prometteuse. Et quand j'ai réussi, elle a refusé que je la rembourse. Elle m'a dit, transmets le geste. Quand tu verras quelqu'un galérer comme tu as galéré, aide-le comme je t'ai aidé. Où est-elle maintenant? Demanda Sarah doucement. Elle est morte il y a 5 ans. Un cancer. Mais avant de partir, elle m'a fait promettre d'honorer notre accord, de transmettre à mon tour. J'ai essayé de le faire à travers des fondations et des programmes, mais honnêtement,
ça reste impersonnel. Rencontrer quelqu'un directement, aider de façon immédiate et concrète, c'est ce que Dorothy aurait voulu. Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la tendit à Sarah. Voici ce que je vous propose. Preston Holdings dispose d'une crèche sur site pour les enfants des employés. Elle est subventionnée, de très bonne qualité, et il y a actuellement des places disponibles. Je peux faire inscrire vos jumeaux immédiatement. Sarah retint son souffle. Je ne peux pas me permettre une crèche. Vous n'écoutez pas, dit Michael avec un léger sourire. J'ai dit subventionné. Vous paierez selon un barème progressif en fonction de vos revenus. Dans votre situation, ce serait pratiquement gratuit jusqu'à ce que vous gagniez assez pour contribuer. Mais je ne suis pas employé. Pas encore, reconnut-il. Mais vous avez étudié les soins infirmiers, c'est bien cela? Nous avons une clinique médicale sur site pour nos employés. Elle est dirigée par une infirmière praticienne qui me répète depuis des mois qu'elle a besoin d'une assistante. Le poste consiste à prendre les rendez-vous, faire les premiers soins de base, gérer les dossiers, approvisionner le matériel. Pas besoin d'un diplôme d'infirmière, juste quelqu'un d'intelligent, de fiable et d'intéressé par le domaine de la santé. Sarah sentit l'espoir monter en elle, dangereux et enivrant. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez pas. Je sais déjà assez de choses, répondit Michael. Je sais que vous êtes là dehors dans le froid à vendre des fleurs plutôt qu'à mendier. Je sais que vous êtes mal habillé, mais que vos enfants portent tout ce que vous avez de chaud. Je sais que vous êtes épuisé, mais que vous continuez. Ça me dit que vous êtes exactement le genre de personne que Dorothy a vu en moi, quelqu'un qui n'a besoin que d'une opportunité. Pas de charité. Et si j'échoue? Murmura Sarah. Si je ne suis pas à la hauteur? Alors on trouvera une solution, répondit-il simplement. L'important n'est pas la perfection. L'important, c'est l'opportunité. La chance de travailler, de subvenir aux besoins de vos enfants, de reprendre vos études plus tard si vous le souhaitez. De construire une vie au lieu de simplement survivre au jour le jour. Emma et Ethan s'étaient endormis dans ses bras, enfin au chaud et apaisés. Sarah baissa les yeux sur eux. Ces deux petits êtres qui dépendaient entièrement d'elle, qui méritaient tellement plus que ce qu'elle avait pu leur offrir. Oui, dit-elle. Oui, je prends le poste. Merci. Merci infiniment. Ne me remerciez pas encore, répondit Michael en souriant. Attendez d'avoir travaillé chez nous un moment et de voir à quel point on peut être exigeant. Mais Sarah, je crois que vous allez accomplir de grandes choses. Il vous manquait juste une chance. Le lendemain matin, Sarah se présenta chez Preston Holdings avec ses jumeaux, terrifiée et pleine d'espoir à parts égales. Le bâtiment était moderne et lumineux, si différent des endroits délabrés où elle avait vécu et travaillé. La crèche était gaie et colorée, avec du personnel qualifié qui accueillit Emma et Ethan avec chaleur et compétence. Le poste était exactement tel que Michael l'avait décrit, exigeant mais pas insurmontable, utile et laissant de la place pour apprendre. Rachel, l'infirmière praticienne, se montra patiente face aux questions de Sarah et impressionnée par les connaissances médicales qu'elle avait conservées de ses études. « Vous êtes surqualifié pour ce poste », observa Rachel après la première semaine. « Avez-vous pensé à terminer votre diplôme ?»« Je ne peux pas me permettre de reprendre les études », répondit Sarah par réflexe. « Preston Holdings a un programme d'aide à la formation », répondit Rachel. « Les employés qui ont 6 mois d'ancienneté peuvent postuler. Ça couvre jusqu'à la totalité des frais pour des formations liées à leur travail. Les soins infirmiers, ça rentre parfaitement. » Sarah sentit les larmes monter. Toutes les portes qu'elle croyait fermées s'ouvraient les unes après les autres, révélant des possibilités qu'elle avait cessé d'imaginer. Au fil des mois suivants, Sarah reconstruisit sa vie. Elle s'inscrivit à des cours du soir dans un collège communautaire, reprenant son diplôme d'infirmière. Emma et Ethan s'épanouirent à la crèche, rattrapant les étapes de développement qu'elle avait craint qu'ils manquent à cause de leur début difficile. Elle quitta le studio pour un petit 2 pièces dans un quartier sûr. Elle commença à épargner, vraiment épargner, constituant un fonds d'urgence au lieu de vivre de crise en crise. Michael prenait de ses nouvelles de temps en temps, pas en tant que patron où il n'était pas son supérieur direct, mais en mentor. Il s'enquérait de ses cours, de ses enfants, de ses projets. Il donnait des conseils quand elle butait, des encouragements quand elle avançait. « C'est vous qui faites tout ça », lui disait-il. « Pas moi. J'ai juste ouvert une porte.
C'est vous qui l'avez franchi et qui avez fait le travail. Mais Sarah savait qu'il se trompait. Oui, elle travaillait dur. Oui, elle faisait les bons choix. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans cet instant où Michael avait arrêté sa voiture, acheté ses fleurs et lui avait offert une chance. 2 ans après ce froid jour de mars, Sarah obtint son diplôme d'infirmière. On lui proposa un poste à temps plein à la clinique de Preston Holdings, avec avantages sociaux, bon salaire et horaires compatibles avec la présence auprès d'Emma et Ethan. Ses jumeaux avaient 3 ans, heureux, en bonne santé et épanouis. À la cérémonie de remise des diplômes, Michael était dans le public à côté de Rachel et de plusieurs collègues de Preston Holdings. Après la cérémonie, il l'attira à l'écart. Dorothy serait fière, dit-il simplement. Et moi aussi. Vous avez travaillé incroyablement dur pour arriver là. Je n'y serais jamais arrivé sans vous, répondit Sarah. Michael, vous nous avez sauvés. Mes enfants auraient eu une vie tellement plus difficile si vous n'aviez pas arrêté votre voiture ce jour-là. Ou alors vous auriez trouvé une autre solution, répondit Michael. Parce que c'est ce que vous êtes. Quelqu'un qui survit, qui persévère, qui se bat pour ses enfants. J'ai juste rendu le combat un peu moins impossible. Il marqua une pause. Je dois vous dire quelque chose. Ce jour-là, quand je me suis arrêté, je venais de chez le médecin. On m'avait diagnostiqué un cancer à un stade précoce, traitable mais sérieux, et je roulais sans but pour essayer d'encaisser la nouvelle, en pensant à la mort, à l'héritage, à ce qui compte vraiment. Sarah sentit sa gorge se serrer. Vous allez bien? Oui, assura Michael. Le traitement a bien fonctionné. Je suis en rémission complète maintenant. Mais ce diagnostic a changé ma vision des choses. Ça m'a fait penser à Dorothy et à sa promesse de transmettre. Ça m'a fait réaliser que je faisais les choses de façon abstraite, des chèques, des conseils d'administration, mais pas de manière personnelle et significative comme elle l'avait fait pour moi. Et puis je vous ai vu vendre des fleurs. Et puis vous m'avez vu, murmura Sarah. Exactement. Une jeune mère en difficulté, mais qui continuait d'essayer. Pas en train de mendier, pas en train d'abandonner, mais en train de vendre des fleurs dans le froid pour nourrir ses bébés. Ça m'a rappelé moi avec ma pancarte en carton, désespéré mais pas vaincu. Et je me suis dit, c'est ma chance. C'est comme ça que j'honore la mémoire de Dorothy et ma propre seconde chance. Il sourit. Alors merci à vous, Sarah, de m'avoir laissé vous aider. De travailler si dur pour que cette aide porte ses fruits. De prouver que ce en quoi Dorothy croyait que les gens ont juste besoin d'une opportunité, pas de jugement était vrai. 5 ans après ce jour glacial, Sarah était infirmière diplômée à part entière et dirigeait la clinique médicale de Preston Holdings. Emma et Ethan étaient en maternelle, lisaient au-dessus du niveau attendu et ne montraient aucune trace du traumatisme qui aurait pu marquer des enfants ayant passé leurs premiers mois dans la pauvreté. Mais Sarah n'oublia jamais. Elle se porta volontaire dans des refuges pour sans-abri, utilisant ses compétences infirmières pour soigner des personnes vivant la même détresse qu'elle avait connue. Elle intervenait dans des collèges communautaires, racontant son histoire à d'autres mères célibataires jonglant entre études et parentalité. Elle participa à des fonds de bourse et à des initiatives pour la garde d'enfants. Et quand elle voyait des gens en difficulté, vraiment les voyait, comme Michael l'avait fait pour elle, elle aidait. Pas toujours par de grands gestes, mais par des aides concrètes qui changeaient vraiment la vie, des contacts vers des ressources, des informations sur des programmes, parfois juste la reconnaissance qu'ils essayaient, que leurs efforts comptaient, qu'ils méritaient du soutien plutôt que du jugement. Je transmets à mon tour, dit-elle un jour à Michael quand il remarqua son engagement croissant. Comme Dorothy vous l'a demandé, comme vous l'avez fait pour moi. Vous faites plus que ça, observa Michael. Vous utilisez votre expérience vécue pour aider d'une façon que je ne pourrai jamais reproduire. Vous savez ce que ça fait d'être jugé en vendant des fleurs dans le froid. C'est puissant. 10 ans après ce froid jour de mars, Sarah se tenait au même carrefour du centre-ville. Mais cette fois, elle ne vendait rien. Elle distribuait des informations sur un nouveau programme qu'elle avait aidé à développer chez Preston Holdings, un accompagnement complet pour parents isolés aux gardes d'enfants subventionnés, formation professionnelle, aide aux études, soins de santé, mentorat. Une jeune femme s'approcha timidement, un tout petit sur la hanche, vêtements usés et regard fatigué. C'est vrai, demanda-t-elle en regardant le flyer que Sarah lui avait tendu. Ou c'est encore une de ces promesses où il y a tellement de conditions qu'on n'arrive jamais à en bénéficier? C'est vrai, promit Sarah.
Je le sais parce que j'ai été exactement là où vous êtes. Il y a 10 ans, j'étais à ce même coin de rue, à vendre des fleurs avec mes jumeaux attachés contre moi, gelés, désespérés et à court d'options. Quelqu'un m'a aidé. Et maintenant j'aide les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes. Je ne sais pas si j'y arriverai. Reprendre les études, travailler, être une bonne mère. Ça me semble impossible. C'est impossible toute seule, reconnut Sarah. C'est pour ça que vous n'allez pas le faire seule. Vous allez nous laisser vous aider comme quelqu'un m'a aidé. Et un jour, quand vous serez sur pied, vous aiderez quelqu'un d'autre. C'est la promesse que je vous demande de faire. Pas de me rembourser, mais de transmettre à votre tour. Je promets, murmura la femme. Sarah la serra dans ses bras, attentive à ne pas gêner le petit entre elles, et pensa à Michael, à Dorothy, et à cette chaîne de bonté qui les reliait tous. Une personne aidant une autre qui en aidait une autre, créant des ondes de changement bien plus vastes que ce qu'un seul individu pouvait imaginer. Ce soir-là, Sarah rentra chez elle, dans sa petite maison. Pas luxueuse, mais sûre, chaude et remplie des bruits de ses enfants faisant leurs devoirs et se disputant pour savoir à qui c'était le tour de mettre la table. Emma avait 10 ans et parlait déjà de devenir médecin. Ethan voulait être enseignant. Tous deux avaient grandi en entendant l'histoire de ce jour glacial où un milliardaire avait arrêté sa voiture et changé leur vie. « Maman, » dit Emma pendant le dîner, « il y a une fille dans ma classe dont la famille galère vraiment. Son papa a perdu son travail et il risque de perdre leur maison. Est-ce qu'on peut les aider ?